Wake up, wake up, wake up. Avant de démarrer, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Chez Wake Up, on travaille depuis plusieurs mois sur une plateforme pour développer l'authenticité au travail. Alors si vous êtes manager et que vous voulez développer vos talents et ceux de vos équipes, écrivez-moi un message sur LinkedIn. Je ne peux pas encore trop vous en dévoiler, mais on recherche une centaine d'early adopters cet été. Vous pouvez tout simplement me retrouver sur LinkedIn en tapant mon nom et mon prénom, Anaïs Raoux. Allez, je laisse place à l'épisode. Si vous avez laissé traîner un pied ou une oreille dans l'écosystème entrepreneurial ces dernières années, le nom de Ronan Lemoyle vous dira certainement quelque chose. Je l'ai croisé, moi, à plusieurs reprises à Paris, toujours une phrase bienveillante, le sourire et une empreinte profonde d'humanité. Il a été le banquier humaniste, après avoir dirigé pendant plus de 10 ans un groupe bancaire breton et être à la tête de 10 000 personnes, il a aujourd'hui le courage et l'audace de repartir de la page blanche. Alors un nouveau départ, ce n'est jamais évident et encore plus avec un statut comme le sien. Ensemble, on a parlé de l'évolution du monde du travail, de sa vision du management, un peu de sa nouvelle aventure, mais surtout de cette phase de transition avec des conseils qui, je pense, seront utiles à beaucoup d'entre vous. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Ronan Lemoyle. Merci Ronan d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, merci Anaïs, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. J'avais envie de commencer par une question un peu particulière pour toi, parce que je sais que les derniers mois ont été intenses, à la fois personnellement et aussi le contexte, quoi. Le monde est entré en hibernation. Donc tout simplement, comment vas-tu, Ronan ? Écoute, c'est une très bonne question, je vais bien. Je vais bien au sens où j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir être en train de réfléchir à la suite, à un moment où beaucoup de personnes se posent des questions sur comment ça va être demain. Donc c'est vrai que c'est presque une situation privilégiée, j'ai envie de dire. Et en même temps, je vais bien, et en même temps, il y a cette espèce de vague à l'âme aussi, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu suspendue tous, les uns les autres. On se dit que là, le temps s'est un peu arrêté, il y a des drames humains qui jouent autour de nous, la vraie vie va sans doute recommencer dans quelques jours, mais surtout dans quelques mois, et on ne sait pas exactement dans quelles conditions. Donc ça crée une espèce de malgré tout, de vague à l'âme et de sentiment de se dire mais où est-ce qu'on va exactement, qu'est-ce que on va devenir dans quelques mois, est-ce que cette crise sera si profonde qu'on veut bien le dire, ou au contraire, est-ce que tout ça va s'arrêter et entre guillemets, on sortira d'un mauvais cauchemar et on repartira non pas comme avant, j'espère, parce que j'espère qu'on en tirera quelques leçons. En tout cas, on retrouvera une vie normale faite de vie sociale, des amis qu'on rencontre, des collègues de travail, etc., etc. Donc voilà, c'est un mi-chemin entre les deux. Ouais. Et en fait, avant même que le monde passe dans cette hibernation, toi, tu as fait un grand saut. T'es passé de patron d'Arkea, donc de la banque bretonne, où tu gérais plus de 10 000 personnes, à entrepreneur, où tu recrées de la page blanche. Et alors, je peux pas m'empêcher de démarrer ce podcast en faisant un peu un parallèle entre ce que toi, tu l'as vécu même un peu avant tout le monde, où d'un coup, c'est la frénésie, tu gères plein d'urgences sur le feu, et puis d'un coup, j'imagine que ça... Voilà, il y a moins d'emails, il y a moins de coups de téléphone urgents, même si tu prépares la suite. Est-ce que je me suis demandé si tu étais passé par plusieurs étapes ces derniers mois, plusieurs phases, plusieurs questionnements ? Ouais, c'est vrai, il y a pas mal d'étapes, effectivement. Parce que d'abord, mon job de DG du groupe Arkea, qui est une maison que j'adore, je le faisais depuis 12 ans. Donc 12 ans, c'est pas rien. Dans cette maison, j'étais depuis 25 ans. Donc j'y ai passé plus de la moitié de ma vie. Donc c'est quand même pas... quand on travaille dans une entreprise, plus de la moitié de sa vie, ça devient... J'appelais souvent d'ailleurs Arkea ma maison, où je sais pas moi, toi tu vis où? Je disais souvent quand je parlais d'un bureau de quelqu'un, tu vis où, entre guillemets. Donc on voit bien comment j'étais imprégné de cette entreprise que j'adore pour ce qu'elle est, pour les gens qui travaillent, avec qui j'ai tellement belles aventures, pour la région d'ailleurs qui est incarnée par ce groupe qui est la Bretagne que j'aime tant. Donc effectivement, ça a été une très longue maturation depuis quelques mois. J'ai pas pris cette décision comme certains ont pu le croire en voyant apparaître soudainement dans les journaux la nouvelle. D'ailleurs, avant on ne sait pas, et avant qu'on le sache on le sait pas, et après qu'on le sache, oui on le sait. Donc mais moi je maturais depuis très longtemps. C'est un processus assez lent. Donc je suis passé par des étapes où un peu comme quelqu'un qui va sauter l'élastique, je l'ai jamais fait, mais j'imagine. Il y a le moment où tu mets l'élastique, tu dis je vais y aller. Le moment où tu montes sur le pont, tu dis je vais toujours y aller. Après, tu as peur. Et puis, à un moment où tu commences à basculer un peu. Puis, à un moment où tu sais, c'est pas encore le cas. Que de toute façon, le mouvement balancier fait que tu vas y aller, quoi. C'est obligatoire. Les lois de la gravitation vont te rappeler et tu vas effectivement sauter. Et moi, je suis passé également par ces phases-là, fin d'année dernière. Et donc, après, quand c'est arrivé en février, j'ai envie de dire, c'était un peu comme un fruit mûr. J'étais prêt. J'étais prêt à, même si c'était des grands moments d'émotion. Je crois que
j'ai pas mal pleuré, parce que je crois que c'est pas une tare de pleurer, d'ailleurs, on a le droit, parce que j'étais très ému Bien de ce qui se sûr. passait. Il y a beaucoup d'émotions autour de moi aussi, et beaucoup de gens Oui. qui m'ont témoigné beaucoup d'affection. C'était assez prenant. Donc il y a eu cette phase-là où il y a un espèce de choc un peu proche, un peu du côté sidération, tant de Mm. preuves de Mm. démonstration d'amour, presque. J'étais très très surpris. Mm. Et puis après, comme tu le dis, bah, tu rentres un peu dans ta vie plus solitaire, avec en plus, il se trouve le confinement qui a commencé pratiquement juste après, hein, Mm. quelques jours Mm. ou presque après. Et là, effectivement, le téléphone sonne un peu moins, même si j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui m'ont passé un coup de fil, ne serait-ce que pour prendre de mes nouvelles. Mais en même temps, tu te retrouves plus Ouais. seul, tu te retrouves sans cette fonction qui, moi, m'a habité depuis maintenant 20 ans, parce qu'avant d'être DG, j'ai eu des fonctions très opérationnelles en tant que patron de filiale, qui est la responsabilité opérationnelle d'un business, mais plus que ça, de personnes. Mm. Parce que moi, Ouais. c'est toujours ce que j'ai mis toujours ce que j'ai en avant dans mes fonctions, c'est que je suis toujours senti responsable de l'avenir quelque part d'une entreprise et des gens qui la composent. Donc tu as ça Mm. qui disparaît, et c'est une forme de légèreté. Et en même temps, et pour rien te cacher, dans la période qu'on traverse, j'ai eu aussi ce sentiment, j'essaye de m'en détacher, parce que je prépare aussi un peu l'avenir et j'espère pouvoir faire des choses qui comptent. Enfin, j'espère un petit peu à mon niveau apporter quelques pierres à l'édifice. Sentiment d'inutilité. Tu vois, au moment où tellement Ouais. de choses se passaient, tellement de personnes, Ouais. soignants et au-delà, et même dans l'économie, se mobilisaient Mm. pour faire en sorte Mm. que les choses soient le moins graves possible. Moi, je me disais, bah voilà, moi, entre guillemets, je ne sers à rien. Et j'ai eu cette phase-là, et j'ai trouvé ça assez dur, et j'ai mieux compris d'ailleurs ce que certains amis m'avaient dit quand ils ont parfois arrêté leur aventure ou Mm. entrepreneuriale ou chef d'entreprise. Mm. Dans les phases par lesquelles ils étaient passés, j'ai mieux compris ça. Et c'est vrai que ça a été Mm. un mélange de différentes étapes, mais en fait une gradation un peu bah, progressive aussi. Et là, aujourd'hui, là où je te parle, j'essaie de me projeter dans les mois qui viennent. J'essaie de me dire à mon niveau que je ne peux pas ne pas être optimiste. Non pas que je ne vois pas la gravité du moment, mais quelque part, je me dis que si je peux arriver à contribuer à quelque chose, c'est parce que je ferai preuve et de résilience et d'optimisme à mon niveau. Je me dois, moi, qui ai cette chance d'être un peu, en tout cas, protégé concernant la santé de la mienne et celle de mes proches, et protégé un petit peu au sens où je ne suis pas dans l'opérationnel, je me dois aussi pour les autres, quelque part, de donner l'énergie positive. Donc j'essaie de me mettre là-dedans en me Mm. disant, j'ai pas de quoi sera fait exactement l'avenir, y compris pour moi, parce que rien n'est écrit encore. Mm. Mais par contre, je sais que je dois être positif et je dois y croire pour moi et aussi pour l'image que ça renvoie. Mm. Et ce sentiment de solitude, ou en tout cas de voilà, quand tout le monde avance, bah, on se sent un peu, voilà, on se sent, comme tu disais, inutile, ou en tout cas on n'a pas on n'a pas le sentiment d'avancer au même rythme que tout le monde. Comment tu l'as traversé? Est-ce que c'est le temps? Quels ont été, toi, Bah, en fait, tes ça a remèdes? été, oui, mais d'abord, j'ai eu une période où c'était un peu compliqué, parce que j'ai eu la période que je t'évoquais tout à l'heure, où je me disais, effectivement, tu vois, tu n'as pas vraiment de sens à te lever de bonne heure le matin, et Mm. puis donc ta journée en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'une journée se remplissait toute seule finalement. C'est-à-dire que moi qui ai eu un agenda Oui. très, très, très rythmé, et qui suis plutôt, c'est pas, bon, un peu staccanoviste, tu vois, j'avais des journées vraiment hyper rythmées, tôt le matin, tard le soir et tout le temps. Et ben, je me suis rendu compte que même quand ça s'arrête, si on y prend garde, la journée se remplit, mais elle se remplit parce que la nature a horreur du vide, comme on dit. Mm. Tu as beau te lever moins tôt, le temps, il remplit l'espace, et donc tu te retrouves finalement Ouais. à aller moins vite, mais malgré tout à te dire que tu es très très occupé. Donc j'ai eu cette phase parce que j'étais pas assez structuré, et donc Ouais. j'ai assez vite réagi en disant bon, bah, il faut que je structure mes journées simplement. Donc je me suis dit, bah, pour commencer à structurer les journées, il faut se lever de bonne heure. Donc je me suis recommencé à me lever à 6h30, 7h. Il faut que tu ailles au bureau. Et donc j'ai la chance d'avoir un ami qui m'a prêté un bureau, et donc là où je suis en ce moment, et donc j'ai pu m'installer au bureau. Je vois une ou deux personnes, dont lui, parce que lui, ses bureaux sont vides en ce moment par définition. Et Ouais. donc il y a lui, donc ça fait une présence sociale, un peu d'échange le matin, Ouais. la journée. Et puis j'ai commencé à mettre en route quelque part un process pour organiser la suite, à réfléchir Mm. plus calmement à ce que je Mm. veux vraiment faire. Donc ça y est, ça s'est calé, en tout Mm. cas dans les grandes lignes. Ouais. L'organiser, au sens prendre des contacts, commencer à Ouais. écrire, bref, structurer ma pensée et mon temps par définition. Rythmer également, ce qui a toujours été très important pour moi, c'est le sport que je fais à côté. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui considère que effectivement, faut être bien dans sa tête, faut être bien dans son corps. Donc je me l'applique, et donc j'ai recommencé à rythmer mes semaines, j'ai Mm. pris des horaires pour ça. Et donc en fait, j'ai repris ma cadence habituelle entre guillemets, et je me sens mieux Mm. et moins fatigué. Le grand paradoxe de ça, c'est que j'ai eu un grand sentiment de fatigue à un moment donné. Et comme beaucoup de gens, d'ailleurs, j'ai l'impression confinés, qui se sont dit,
on bouge moins, mais on est plus fatigué. Et je pense que la fatigue est installée par le manque, alors d'adrénaline pour une partie, mais le manque de rythme, tout simplement. Je pense que le rythme donne de l'énergie pour une partie. En tout cas, il y a l'échange avec l'autre, l'énergie que l'autre me donne est un facteur de ma propre énergie. Et donc, j'ai recommencé ça. Et c'est ça qui a été quelque part mon remède. Et à l'heure où je te parle, j'ai beaucoup de contacts toute la journée. Je vois beaucoup de monde. Encore aujourd'hui, j'ai 7-8 rendez-vous à distance par définition. Et donc, je suis heureux de recommencer à avancer. Voilà. Ouais. Et si on démarre par ces événements et pour parler de ça, c'est que je me dis que toi, tu es la preuve qu'on peut être acteur de son propre parcours parce que tu as fait un saut qui est immense, que peu de gens ont le courage de faire et que avec le contexte qui est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire crise sanitaire et crise économique ensuite, on peut imaginer que beaucoup vont subir en fait leur choix professionnel, peut-être avec du chômage, etc. Je me dis, quel conseil est-ce que tu donnerais à des personnes qui sont à un carrefour de leur vie ? À chaud, étant donné que tu viens de le vivre. Ouais, alors d'abord il y a le carrefour effectivement qu'on choisit. Celui-là, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut passer à l'acte. Moi, j'ai pendant très longtemps résisté au passage à l'acte parce que pour plein de raisons, la peur, tu l'as évoqué, un job incroyable que j'avais avant, pas tellement le statut parce que objectivement, et c'est pas vraiment ce qui m'a animé dans ma vie professionnelle, mais les projets, les gens, etc. Donc à un moment donné, il faut se dire, de toute façon, il faut y aller. Et moi, quelque part, j'ai été presque poussé par la biologie, puisque j'espère être encore très jeune, mais le temps passe aussi pour moi. Donc à un moment donné, je suis quelqu'un qui déteste se dire un jour, si j'avais su, j'aurais fait ça. Je vais nourrir des regrets. Je trouve que c'est terrible. Donc c'est terrible parce qu'on peut plus rien faire. En plus, c'est malheureux. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se dire, faut savoir que c'est normal d'hésiter, d'avoir peur. Moi-même, je dis que choisir, c'est renoncer. Donc faut accepter de renoncer à quelque chose pour partir sur une autre aventure. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Et puis après, pour ceux qui subissent, parce que malheureusement, il y a des gens qui subissent et beaucoup de gens qui vont subir demain. Alors c'est vrai qu'on a les uns les autres, parfois, on a différents, plus ou moins de la chance, on va dire. Quand je dis de la chance, c'est qu'on a pour certains les carnets d'adresse, peut-être des possibilités de rebond supérieures, etc. Ça, je pense que c'est vrai. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est de croire en soi. Ça, je pense que ce qui est fondamental, et le risque, en fait, c'est de commencer à se dévaloriser soi-même en se disant, mais je vais pas y arriver, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que je pense que les périodes qu'on va traverser vont pas être des périodes forcément simples. Mais moi, je crois beaucoup à la force de l'enthousiasme. J'ai toujours dit, d'ailleurs, c'est cette fameuse phrase, c'est Voltaire, que rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme. Et je crois à ça. Et je crois pas ça de manière incantatoire ou comme la méthode Coué qu'on s'appliquerait tous les jours. Je pense que si on a ça en soi, si on est capable effectivement de le dire sincèrement, je pense que ça aide à franchir les étapes difficiles. Encore une fois, je suis pas en train de raconter une histoire toute rose. Moi, il y a des jours où je m'interroge, il y a des jours où j'ai des moments plus fugaces possibles, mais de peur, parce que je me dis, mais Ronan, ça marchait pas, etc. Bien sûr, je me le dis, rien n'est jamais écrit et c'est évident. En même temps, j'essaie de me dire, je suis enthousiaste, j'ai envie de faire des choses, avec d'autres, et je crois effectivement que des situations difficiles peuvent survenir des belles situations. On doit être acteur du changement. Et je pense que certains d'entre nous, à leur niveau, et moi, encore une fois, à mon niveau à moi, entre guillemets, modeste pour ce qu'il est, on ne doit pas simplement dire que cette crise va être terrible, va nous faire revenir en œil démon. Si on veut que ce soit différent, on peut être acteur de ça. Donc je pense que ceux qui, parmi nous, ont la possibilité d'être acteurs de ce changement, ils doivent le faire, y compris pour ceux qui, malheureusement, vont peut-être subir un peu plus la crise que nous allons la subir pour certains d'entre nous. Mais vraiment, le vrai sujet, c'est, je pense, qu'il faut y croire, il faut être enthousiaste, faut parfois se donner un petit coup de pied aux fesses aussi. Pas tellement pour sous le thème faut s'y mettre, faut travailler. Je pense que les gens qui, entre guillemets, vont malheureusement peut-être sur le bord de la route, c'est pas des gens qui vont se laisser aller, mais se mettre un coup de pied aux fesses sur le thème, j'y crois. Parce qu'y croire, c'est faire 50% du chemin, je pense. En tout cas, je crois fondamentalement à ça. Amen. Écoute, on va revenir sur ton parcours. Première chose, peut-être, c'est que tu es né à Brest. La Bretagne, tu l'as dans les veines. Quel souvenir est-ce que tu as de ton enfance ? Qui était le Ronan, petit garçon ? C'est une question. Moi, j'ai des très beaux souvenirs d'enfance. J'ai été élevé par des parents incroyables. Malheureusement, je les ai perdus dans un milieu très modeste. Mes parents étaient des ouvriers, comme on dit, des gens incroyables, qui m'ont, à moi et à mes sœurs, j'ai 2 sœurs, qui nous ont donné, je crois, et je le dis pas, je pense que je tiens ça d'eux, des valeurs auxquelles je crois beaucoup: travail, courage, jamais laisser tomber, l'entraide, quelque part même la compassion pour l'autre, des choses, vraiment des vraies belles valeurs qu'ils avaient en eux. Et donc j'ai été baigné d'amour pendant toute ma jeunesse.
un père qui, à sa manière, qui était en fait entre guillemets ancienne génération, donc peut-être un peu plus ruste, mais qui beaucoup d'amour pour ses enfants. Une mère qui était incroyable. Et donc on a été élevés avec tout ça, vraiment mes 2 sœurs et moi, qui sont plus jeunes que moi. Donc j'ai une enfance très très sympathique à Brest. J'ai grandi dans cette ville qui parfois fait un peu peur pour ceux qui la connaissent pas, parce qu'ils disent il pleut tous les jours à Brest. Alors ça c'est ce qu'on raconte aux touristes pour pas qu'ils viennent trop souvent. Mais c'est pas si vrai que ça. C'est une très belle région en tout cas quand on s'en éloigne un petit peu, parce que Brest, pour ceux qui connaissent pas, ça a été reconstruit sur des ruines. C'est 3 mètres plus haut qu'avant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est construit sur des ruines. Et pour ceux qui voudraient connaître un peu mieux Brest, je les invite à lire Paris-Brest de Tanguy Viel, qui explique très bien pourquoi cette ville a été mal reconstruite et donc toutes les images qui tournent autour d'elle. Mais par contre, tous les environs, la côte nord-Finistère, le sud Finistère, c'est magnifique. Donc j'ai eu cette chance de baigner là-dedans. J'étais plutôt quelqu'un d'assez dynamique quand j'étais jeune, plutôt sportif, j'ai beaucoup de vélo. J'en ai fait beaucoup toute ma vie, et notamment quand j'étais jeune. Pas très bon à l'école, jusqu'à la seconde en tout cas. Et donc j'ai quelqu'un qui rêvait de faire sportif professionnel. Et c'est mon père qui un jour m'a dit écoute, tu es très bon en sport, mais ça suffira pas pour en faire carrière. Et il a eu raison de me le dire. Et donc je me suis remis un peu à travailler davantage. Et donc j'ai poursuivi mes études, fait une prépa, fait une école de commerce. Et je suis parti ensuite effectivement à Paris faire mon école en 92 de mémoire. Mais j'ai été vraiment très heureux à Brest. Avec toute ma famille vivait pratiquement dans un périmètre de 5 km. J'exagère à peine, je pense, en disant ça. Et donc voilà, j'ai eu cette chance formidable. Donc j'ai des souvenirs, quand j'y pense, j'ai des madeleines de Proust dont je pourrais remplir tous les placards de la maison. Ah. Génial, ouais, ça fait chaud au cœur à entendre. Et donc effectivement, tu as enchaîné après cette carrière brillante, école de commerce, entrepreneur avec Fortuneo, tu as dirigé Arkea pendant du coup 12 ans. Donc 25 ans dans le groupe et 13 ans, ouais exactement, 12 ans 12 ans à la tête. Et en plus de ça, ce n'est qu'un fragment parce que tu es board member de start-up, cofondateur du West Web Festival, etc. Donc plein de choses. Quand tu regardes en arrière dans le rétro et à l'heure où tu t'apprêtes à écrire une nouvelle page de ton histoire, c'est à quel moment où tu t'es senti peut-être le plus à ta place? Est-ce qu'il y a un moment particulier ou un souvenir de toutes ces expériences-là où tu t'es dit, voilà, là j'y suis? En fait, il y a 2 choses. Il y a le volet perso et le volet professionnel. Sur le volet professionnel, j'ai eu la chance pendant toute ma carrière, je dis pas juste. J'ai commencé, il y a 25 ans, j'ai commencé, quand je dis en bas de l'échelle, c'est pas péjoratif, hein, chargé d'études au CMB à 23 ans, je rentrais au Crédit Mutuel de Bretagne, sans jamais imaginer un seul instant, tu vois, ce qui pourrait m'arriver. Les gens parfois ont le sentiment, ça je le dis aussi au passage, qu'il y a des gens faits pour les carrières, c'est pas vrai. Faut croire. Quelque part, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé peut-être beaucoup, pas trop mal sans doute. J'ai fait beaucoup de belles rencontres et ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est ça qui fait que j'ai grandi comme j'ai grandi dans l'entreprise. Mais bon, j'ai fait beaucoup d'années dans cette boîte, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes, j'ai fait beaucoup de projets. Si je devais choisir peut-être 2 périodes un peu clés, il y a la période Fortuneo, qui était une période incroyable parce que d'abord j'ai eu la chance de piloter une opération de M&A, comme on dit, assez jeune. J'avais 34 ans quand j'ai piloté l'opération de rachat de Fortuneo qui était en dehors du groupe, pour le fusionner avec Symphonis, qui était l'acteur de la maison, et donner donc Fortuneo Banque ensuite. C'est comme des souvenirs incroyables, des équipes qui étaient top, des choses qui restent un peu dans les mémoires. D'autant qu'en fait, pour la petite anecdote, quand on a fait la négociation du rachat de Fortuneo, il se trouve que notre fils est né le jour de la négociation du rachat de Fortuneo. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien qu'un des fondateurs de Fortuneo, avec qui j'ai gardé de très bonnes relations, m'avait appelé le samedi matin. Il savait que mon épouse était enceinte, et ils avaient accepté de venir faire la négociation en Bretagne, comme quoi, tu vois, à Roscoff. Il m'appelle et dit que ça vaut le coup qu'on vienne. Et je lui dis, tu peux venir, mon épouse a couché à 4h ce matin, on peut commencer. Et donc, on a négocié tout le week-end. Et donc, j'ai des souvenirs, si tu veux, à la fois professionnels et personnels, et plein d'autres aventures après qui font que c'était un truc incroyable. Et puis après, j'ai mon aventure de DG d'Arkea, où, avec toutes les équipes qui m'entourent, avec Jean-Pierre Denis, avec les équipes et quelques autres, on a fait des choses qui, moi, me resteront à vie. Tu vois, j'ai des souvenirs qui sont gravés dans mon cœur pour le reste de ma vie. Et pas des souvenirs uniquement de réussite professionnelle, parce que ça, je pourrais en dire, de quelques belles opérations, je pourrais parler de retour sur investissement. Non, pas ça, des vraies belles aventures professionnelles où vraiment, tu te dis, on a fait quelque chose qui compte, on a fait quelque chose ensemble. Moi, je suis très attaché au côté ensemble. Comme tout le monde, j'ai un ego normalement dimensionné, et j'aime bien qu'on m'aime, je ne vais pas dire l'inverse, mais j'aime bien partager la photo. J'ai pas de problème à être... ce que j'aime, c'est les photos de groupe. Moi, c'est ça qui me plaît. Je pense j'aime bien être un peu leader parfois, je ne vais pas le cacher, c'est un peu ma nature, mais je suis assez partageur dans cette dimension-là. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, c'est 2 grands moments. Et ce volet personnel, il y a un truc qui est un peu le contrepoint de ça, c'est que, en fait, le contrepoint des responsabilités importantes qui ont été les miennes ces 12 dernières années, c'est que tu perds beaucoup de légèreté au passage.
Et moi, j'ai des souvenirs de début de ma carrière, j'étais très léger dans le bon sens du terme, au sens, j'avais pas ce poids normal d'ailleurs. Et tu vois, j'en parle maintenant parce que c'est fini, j'en aurais pas parlé pendant que j'y étais. Ce poids normal de la responsabilité des autres, qui est quelque chose auquel je crois beaucoup. Moi, quand Jean-Pierre Denis m'a demandé si je voulais ce job il y a 12 ans, j'ai pas dit oui tout de suite, j'ai voulu une semaine de réflexion parce que je savais que je m'engageais dans quelque chose qui dépassait ma petite personne. C'était pas juste faire un bout de carrière en plus. Et donc, personnellement, j'étais plus heureux peut-être au tout début de ma carrière, en tout cas du point de vue de cette légèreté, qu'après, où j'ai souvent, sans jamais le dire, parce que je considère qu'un patron de boîte, il doit pas le dire, il a le droit de douter, il doit douter d'ailleurs, c'est important. Un patron qui doute pas, c'est quelqu'un de dangereux. Il doit douter, il doit avoir du stress, etc., mais il doit pas le montrer. Et ça, c'est peut-être ce que j'ai le plus perdu au fur et à mesure. J'ai perdu cette légèreté dont les enfants sont remplis quand ils naissent et qu'il faut qu'ils gardent le plus longtemps possible. Donc voilà, ces responsabilités-là m'ont fait perdre ça un peu. Donc, tu vois, 2 grands moments de ma carrière, et puis un moment peut-être plus au tout début, où j'avais ce volet personnel plus de cette légèreté à laquelle je crois pour être capable d'être tout simplement heureux dans sa vie, quoi. Et alors, attends, comment est-ce que tu essaies de la retrouver aujourd'hui, cette légèreté? Écoute, en fait, c'est pas simple parce que, en fait, 12 ans, c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est un processus très lent. Il n'y a pas un moment où tu es mis en responsabilité, ça devient une chape de plomb du jour au lendemain. C'est pas comme ça, c'est progressif. Plus tu prends d'ailleurs, plus tu engages l'entreprise sur un chemin de conquête, plus tu mesures, si en tout cas tu es normalement fait dans ta tête, que tu as une responsabilité très forte par rapport à ce que tu fais aussi. Donc ça a mis très longtemps à s'installer en moi. Et si ça a mis très longtemps à s'installer en moi, ça va mettre du temps à sortir de ma personne aussi. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai des réflexes reptiliens qui sont liés à ça, à ce sentiment effectivement de responsabilité qui m'empêche parfois, souvent, d'avoir cette légèreté que j'aimais tant avoir quand j'étais plus jeune et qui me fait un peu défaut. Alors, je sais pas comment. Je pense qu'il faut se déshabituer peut-être un petit peu. Il faut peut-être accepter que tout ne redevienne que plaisir, y compris dans le professionnel. Et encore une fois, je suis pas en train d'essayer de raconter une histoire uniquement merveilleuse. Et loin de moi l'idée de dire que c'était pas plaisir quand j'étais dans mon job d'avant, mais il y avait comme objectivement, c'était des lourdes responsabilités. Et donc, j'essaie de me dire que ça va être progressif. Tu vois, j'ai cru que j'allais tourner la clé et que ça allait se faire du jour au lendemain. Bon, c'est comme l'entraînement d'un sportif. Hein. Quand tu commences de zéro, c'est pas le lendemain que tu es très bien, c'est 6 mois après. Bon, je pense j'espère en tout cas que ça va un peu revenir. En même temps, c'est aussi une expérience qui, de ce point de vue-là, endurcit le cuir, comme on dit. J'ai sans doute endurci un peu mon cuir au travers de ces 12 dernières années. Donc, tout n'est pas acheté, loin s'en faut. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi dans la vie, je trouve, d'être léger. C'est une belle qualité, je trouve. Voilà, donc j'espère en retrouver un petit peu. Ouais, et dans le sens, ça te donne aussi un bon indicateur, un espèce de thermomètre où tu peux te dire, enfin, c'est génial que tu en aies conscience, je trouve, et de le formuler en plus en ces mots, c'est de te dire, est-ce que là, effectivement, les choix que je suis en train de faire et de prendre vont me procurer du plaisir, vont faire en sorte que je sois bien dans mes baskets, etc. Et du coup, ça peut être aussi pour toi, dans tous les choix que tu vas avoir à faire sur ces prochains mois, un bon indicateur de dire « Ah ok, là, le curseur, non, en fait, je le sens pas, quoi. » Exactement. En fait, tu as mis le doigt sur le sujet. Dans les choix que je suis en train de faire, qui sont pas tous totalement arrêtés, mais dont je vois l'orientation générale, j'essaye de pondérer, en tout cas d'intégrer cette dimension que j'ai pas mal oubliée pendant quelques années, parce que c'est vrai que quand tu progresses dans une entreprise et que tout se passe bien, et que tu fais des choses avec des gens que tu aimes beaucoup et des beaux projets, tu te laisses un peu porter par la vague et finalement tu renonces à des choses en te rendant pas compte que tu y renonces parce que tu as tellement sur un autre terrain de reconnaissance, de gratitude, de plaisir que ça te fait oublier ça. Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte que tu as mis le curseur un peu loin. Donc aujourd'hui, quand je regarde un peu la balance, pour parler un peu anglo-saxon, j'essaye de me dire, attention, faut que je me dise, il faut que ça soit conciliable avec la volonté que j'ai de pouvoir avoir un meilleur équilibre. Quand je dis, attention, je suis pas en train de dire moins travailler, etc. Je suis pas en train de dire, je vais arrêter. Mais par contre, je dis, il y a des manières différentes de bosser, de prendre ses responsabilités. Ça peut être différent. Il faut s'habituer. Moi, par exemple, je réfléchis à travailler un projet en équipe plutôt que tout seul. Il va falloir que j'apprenne aussi plus encore à accepter que le poids de la responsabilité puisse être partagé. Et moi qui ai un sens aigu, à force d'en avoir beaucoup fait de la responsabilité, quelque part, on peut accepter que ça soit plus distribué. Et quelque part, c'est bien pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde. C'est plus confortable pour tout le monde. C'est moins de pression, etc. Donc, j'essaye de me rééduquer quelque part. Et effectivement, dans les curseurs qui vont présider à mes choix dans les mois qui viennent, je vais tenir compte de cette pondération. Ok, passionnant.
Ce que je me dis, c'est qu'effectivement, après avoir dirigé Arkea, toi, tu pars maintenant de la page blanche. Qu'est-ce que tu as envie de reproduire dans ta nouvelle aventure que tu avais réussi à créer chez Arkea? Il y a, Qu'est-ce que il tu y a, aimerais il y a, garder, il y ouais. a, il y a deux, trois choses. Une des choses que j'ai appris chez Arkea au fur et à mesure, par le fruit de ce que j'ai pu piloter comme projet et par l'environnement dans lequel je l'ai fait, l'environnement étant la force de l'entreprise, étant ses équipes, étant son président, conseil d'administration, tous ceux qui ont entouré, c'est penser grand. C'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de ce que je fais. Pas, quand je dis penser grand, c'est pas mégalo, c'est pas de dire, c'est ne pas se donner de limite à l'ambition qu'on se donne. Mm. Pourvu que cette ambition soit une ambition, on peut y revenir après, soit une ambition quelque part louable, entre guillemets. Mm. Mais Mm. pas l'ambition pour l'ambition de la personne, mais dire, quand on fait quelque chose, il faut penser grand. Parce que c'est important de pas faire les choses à moitié. Donc ça, je veux le garder parce que c'est quelque chose, moi, qui était très timide quand j'étais plus jeune, plus réservé, qui était un peu plus timoré, que j'ai mis du temps à mettre en œuvre, à construire, que j'ai été aidé en cela beaucoup par l'environnement dans lequel j'ai pu grandir dans cette boîte. Et j'ai envie de garder ça parce que je pense que c'est hyper important. Parce que penser grand, ça permet d'abord potentiellement en tout cas, de faire des belles choses. Comme je disais tout à l'heure, c'est 50% du chemin aussi, j'y crois fondamentalement. Et puis c'est comme ça aussi qu'on embarque ceux qui travaillent avec toi. Et d'ailleurs, c'est le deuxième sujet, c'est que ce que j'ai envie de continuer à faire, c'est de faire les choses en équipe. Je ne veux pas faire les choses tout seul. Je ne suis pas quelqu'un de solitaire. Je me rends compte d'ailleurs encore plus en ce moment où on est un peu tous amenés à être plus seuls que d'habitude. Moi, je me nourris de l'énergie des autres. Donc, en fait, j'ai besoin de faire ça avec d'autres personnes. J'adore mes situations, mes plus beaux souvenirs, c'est quand tu fais un truc génial en équipe, tu sais plus qui est la bonne idée. Tu sais peut-être que c'est un peu toi, jalousement, c'est peut-être que c'est un peu moi, tu sais pas si c'est pas l'autre, mais en fait, c'est ça qui est top. Ouais. Et c'est ça que j'aime dans les projets entreprises. Donc quelque part, ça, j'ai envie Mm. vraiment de le garder, c'est hyper important pour moi. Et puis, ce que j'ai envie de faire aussi, de garder, c'est, je pense, chez Arkea, on faisait des choses et je dis pas qu'il y a pas que chez Arkea, mais notamment chez Arkea, on faisait des choses, et ils font toujours d'ailleurs des choses qui ont du sens. Pour moi, Mm. du sens, une forme de sens. En tout cas, je dis pas que c'est un sens universel, mais il y a quelques marqueurs forts qui guident l'action de cette entreprise. Et j'ai envie effectivement de trouver ces marqueurs forts aussi pour moi, qui guident le sens de ce que je vais faire, qui donnent du sens à mon action, qui me disent pourquoi je me lève le matin, qui peut-être un jour, c'est le rêve de tout papa, feront briller les yeux de mes enfants, qui diront papa il a fait un truc pas Mm. mal quoi, mais pas au sens, tu vois, il a fait un truc énorme, il a fait un truc qui veut dire quelque chose. Voilà, voilà ces principes là que j'ai envie de garder, ou ces principes, ces valeurs, plus que des principes, ces valeurs que j'ai grâce à mon expérience professionnelle passée, grâce aux gens que j'ai côtoyés, grâce à la chance que cette entreprise m'a donnée, que j'ai réussi à faire mienne, en tout cas j'espère. Génial. Et alors attends, est-ce que tu as des réponses à cette question de pourquoi est-ce que tu as envie de te lever le matin? Enfin, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Ou en tout cas, est-ce que tu as des choses à nous partager ou c'est encore Oui, non, non, en un fait, peu j'ai en quelques jeu? convictions, alors qui sont, c'est assez rigolo parce que elles sont pas mal, en tout cas pour ce qui me concerne, je trouve qu'elles arrivent un peu à la surface, malheureusement par cette crise qu'on traverse sanitaire. Il y a quelques sujets que je vais évoquer là qui on en dit oui, c'est conjoncturel. Non, moi j'ai ces sujets-là, j'y pense depuis très longtemps. Il y a un truc qui m'anime énormément en ce moment, c'est comme tu le sais, moi je partage toujours, même si c'est un peu moins vrai en ce moment, ma vie entre Paris et la Bretagne, puisque je passe à peu près la moitié de mon temps à Paris, la moitié de mon temps en province. Donc, en tout cas, j'ai la faiblesse de croire que je connais un peu les deux environnements, qui sont complémentaires mais très différents. C'est pas un scoop si je dis qu'on vit dans un pays qui est un pays un peu de la concentration dans les grandes métropoles d'à peu près tout, c'est-à-dire les centres de décision, le pouvoir, les centres de Mmh. décision, les entreprises, les populations, la pollution, tout ce qu'on veut, bref, on y concentre à peu près tout. Et je pense qu'on est à un moment, et cette crise nous donne un axe pour y penser, à certains égards, Mmh. où il est temps de déconcentrer. Et pour moi, déconcentrer, ça veut dire que si on veut faire de l'aménagement du territoire, c'est le moment de le faire. Pour le faire, il faut permettre à des belles entreprises d'exister dans les territoires. Il faut permettre à des infrastructures d'accueillir ces entreprises. Il faut faire de l'écologie, non pas en achetant des obligations vertes ou ou en se rachetant je ne sais quel cadeau en fin d'année, mais tout simplement en faisant en sorte que les gens travaillent plus proches de leur domicile parce qu'on les fait moins voyager, moins se travailler à droite à gauche. Et on ne peut pas m'empêcher de penser que on est arrivé un peu au bout d'un modèle de l'hypercirculation dans tous les sens. D'ailleurs, les dernières mesures dont on entend parler laissent à penser que ça fait partie des sujets qui sont un peu dans l'air du temps. Donc, j'ai envie, en termes de conviction, de mettre en œuvre quelque chose qui permette de contribuer à cette déconcentration. Non pas en opposition aux grandes métropoles ou à Paris, elles ont toute leur raison d'être et heureusement qu'elles sont là et heureusement qu'il y a des choses qui s'y passent et moi j'y vais continuer d'y aller et c'est important, mais parce qu'il y a des très belles boîtes dans les territoires,
il y a des très beaux porteurs de projets, il y a des très belles conditions de vie également, et que tout ça ne demande pas grand-chose pour que ça puisse aller plus vite. Et pour que ça puisse aller plus vite, il faut simplement des entreprises qui grandissent, il faut des écosystèmes qui se développent autour. Je crois beaucoup aux écosystèmes, je crois que c'est fini l'économie verticalisée. On a été éduqués, en tout cas moi pour ce qui me concerne, y compris d'ailleurs l'éducation scolaire ou académique, dans l'idée que tout était vertical, les chaînes de production, de l'amont à l'aval, tout est intégré avec quelqu'un qui fait tout de A à Z. Dans le pouvoir, tout est vertical, ça descend de bas en haut, de haut en bas, pardon. Et je crois que c'est terminé. Je crois que le digital nous apprend, et si on regarde beaucoup de modèles digitaux, c'est comme ça qu'ils se développent, que l'heure est à l'écosystème, aux gens qui se connectent les uns aux autres et qui construisent des propositions de valeur comme ça. Je crois que les écosystèmes locaux, régionaux ont de l'avenir, pourvu qu'on mette en œuvre un certain nombre de conditions pour que ce soit possible. Des entreprises qui grandissent, des commerces de proximité qui peuvent fleurir autour de ces entreprises, des gens qui peuvent donc y travailler pour le coup, des infrastructures qui permettent de le faire, technologiques, logistiques, bureaux, etc. Donc j'ai envie, sans en dire forcément beaucoup plus, de contribuer à ce que ce soit ça possible, en m'appuyant sur ce que je sais faire. Je ne vais pas construire des bâtiments logistiques ou des bureaux demain. Par contre, je sais comment on les finance, je sais qui peut les financer, je sais comment ça se structure, et je pense que ça fait partie des choses que je pourrais, avec d'autres, parce que je ne serai pas tout seul, on sera plusieurs, apporter. Si j'arrive à faire ça, à ma petite échelle, entre guillemets, j'ai le sentiment d'apporter aujourd'hui une brique à quelque chose qui me semble nécessaire. Voilà. Ouais, ce retour au local oui, et désengorger les métropoles comme tu le dis. Et ouais, c'est vraiment essentiel. J'ai l'impression que c'est dans effectivement, c'est un peu conjoncturel parce que cette crise nous amène à rester chez nous. On a vu l'exode des Parisiens aussi qui n'en peuvent plus de rester dans leur mètre carré bétonné. Mais je sais pas, ça nous a peut-être aussi autorisé, dans un sens, tous les amoureux de la nature à se dire, en fait, oui, c'est OK d'envisager un lifestyle, un style de vie beaucoup plus proche de la terre, beaucoup plus proche de ce qui nous plaît, en fait. Ouais, et puis on s'est construit aussi pour beaucoup. Je pense que c'est beaucoup lié à l'évolution. En fait, je pense que la technologie, notamment, si on parle technologie, la construction même de l'économie, à part peut-être dans les biens réels et encore, nous avait fait toucher du doigt que c'était possible. Mais je pense qu'il y a des réticences. Mets-toi en tête, par exemple, j'ai discuté l'autre jour avec quelqu'un qui me racontait que lui, dans son métier, banquier d'affaires, il était souvent à voyager à Londres le mardi matin de Paris pour un deal, à repartir à New York pour un autre deal et à revenir 48 heures après en avion à Paris. Tout ce que ça veut dire, en termes de positionnement, de statut, et aujourd'hui, il me dit, je fais ça le matin à Londres en visio et l'après-midi à New York en visio, j'ai tout réglé dans la journée. Je pense que donc c'est possible, c'est jouable, ça emporte des conséquences. Je pense qu'il faut pas négliger les conséquences que ça emporte, y compris sur la manière dont certains métiers seront vus. Parce que quelque part, ça fait descendre de son piédestal un certain nombre de métiers, parce que ça les remet un peu, quelque part, ça les désacralise. Je sais pas comment faut dire ça, mais alors, je dis pas que c'est mal, mais en tout cas, il faut accepter ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est mûr sans doute pour y aller. Et je pense que, moi, l'idée de dire qu'il y a le télétravail partout, j'y crois pas forcément en tant que tel, même si je pense que le télétravail peut être une partie de notre vie, mais il y aura beaucoup plus de capacité de travailler à distance, ce qui est encore une notion différente. Voilà. Justement, sur le télétravail, c'était une question que j'avais envie d'aborder avec toi parce que quelque chose qui est un peu décrit en ce moment, c'est qu'on voit, en tout cas ça met en exergue les limites d'un management traditionnel qui cherche un petit peu à contrôler, voilà, à scruter ce que font les collabs. Donc, post-confinement, ou en tout cas passé cette crise sanitaire, quel est le rôle idéal d'un manager selon toi dans ce contexte-là ? Moi, j'ai considéré au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière, parce que ce que tu dis là, quelque part, qui est la remise en cause pour une partie du management intermédiaire, de certaines couches de management, parce que pas forcément management intermédiaire, quelque chose qu'on sent les uns les autres se profiler depuis quelque temps. Et effectivement, ce que tu dis aujourd'hui est vrai, le télétravail accentue ce phénomène, parce que par définition, ça désintermédie totalement une frange du management. Et moi, je considère que le management, aujourd'hui, il est là pour donner une direction, une vision, un espace de jeu, dans le bon sens du terme, donc un espace dans lequel tu peux travailler, de l'énergie, et pour être un espèce de sparring partner vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est comme ça que je vois les choses. Bien sûr, il peut y avoir quelques rôles plus traditionnels des managers dans les situations plus tendues, etc. Bon, c'est pas dans ça dont on parle. Mais pour moi, le manager, quelque part, qui, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, pour prendre une expression maritime, relève les casiers, c'est fini, quoi. On est plus là-dedans.
Le manager, pour moi, quand je dis une vision, c'est comment il doit donner une direction, il doit donner de l'énergie, beaucoup d'énergie. Il doit être le sparring partner. Moi, j'ai toujours considéré que c'était ça le rôle. Pas donner la solution, mais être celui qui aide quelque part à maturer la solution. D'autant plus que le manager doit accepter de ne pas être le spécialiste que ses équipes sont. Or, on a été, pour partie d'entre nous, éduqués avec cette petite idée selon laquelle, si on était en situation de dire qu'on ne savait pas aussi bien que son collaborateur, on n'était pas bon. Non, moi, je recrute des gens meilleurs que moi et j'en suis très heureux. Simplement, je pense que je suis un bon sparring partner. Moi, quand on me demande qu'est-ce que c'est mes qualités manager, je lui dis, on rend des choses que je sais pas trop mal faire, je renvoie bien la balle. Et je pense que ça fait partie des qualités qu'il faut avoir en tant que manager. Donc c'est ça, je pense, qui est important. La vision, un espace de jeu suffisamment large, mais en même temps bien délimité, quand même, pour que chacun sache où est-ce qu'il a le droit de marquer des buts quelque part, où sont les limites du terrain de foot. Et puis derrière, donner effectivement ce rôle un peu de je te renvoie la balle, je suis sparring partner. Et puis effectivement, je t'apporte parfois un appui pour être capable de faire avancer tes projets. Ça, je pense que c'est ça les qualités de demain du manager, et qui effectivement se comprennent comme étant non pas une espèce de maillon intermédiaire, mais comme étant tu es à côté de moi. Ça ne remet pas en cause d'ailleurs le côté respect, tout ce qu'on veut bien dire, mais tu es à côté de moi et la valeur que tu me donnes, c'est une valeur qui est différente de me donner des instructions, quoi. Oui, complètement. Et est-ce que tu peux, on en avait déjà parlé ensemble, toi et moi, mais me raconter le meilleur moment que tu aies vécu, toi, en tant que manager, et aussi le plus difficile. Alors, un des grands moments que j'ai vécu en termes de management, je ne sais pas si c'est celui-là qu'on a évoqué ensemble, mais c'était il y a 2 ans. C'était le 17 mai de mémoire 2018. C'est que dans le cadre d'un dossier qu'on a, dossier d'indépendance, d'Arkea maintenant, parce qu'il faut que je parle au passé, son dossier d'indépendance, on avait voulu que les équipes puissent exprimer également, en tout cas, leur point de vue. Et donc, il y a 5 ou 6 000 personnes du groupe Arkea, des collaborateurs qui sont allés défiler à Paris de manière très bon enfant, habillés en rouge avec des vestes We Are Arkea, Love Arkea, etc., jusque sous les fenêtres de Bercy. Et c'est un moment incroyable parce que c'est la synthèse, quelque part, pour moi en tout cas, de ce que tu as réussi à faire passer ton message, que les gens y adhèrent, parce que contrairement à ce que, pas beaucoup, mais certains ont voulu dire, personne n'est allé avec un pistolet sur la tempe, bien sûr, hein. À Paris, c'était pas l'esprit, loin s'en faut. Mais c'était très bon enfant, les gens démontraient un attachement à leur entreprise qui était très touchant, un attachement viscéral qui est des caractéristiques de cette boîte. Donc ça, c'était un des grands moments de ma carrière chez Arkea. Un autre, c'était le rachat de Fortuneo, j'en parlais tout à l'heure, parce que c'est des moments assez magnifiques où les choses vibrent beaucoup. Je pourrais aussi citer plus récemment mon départ. J'ai encore du mal à le réaliser. Vraiment, sincèrement, je mérite pas ça. Tant d'amour donné par les équipes, c'est quand même assez incroyable. Donc ça a été top. Puis après, des moments difficiles, oui, il y en a, hein. Il y a des moments difficiles parce que la vie d'entreprise est plus complexe. La crise de 2008, c'est des moments très difficiles parce qu'il faut relever la tête et il faut repartir de zéro ou presque, entre guillemets. Donc ça, c'est des moments très complexes. J'ai eu le malheur de perdre 1 ou 2 collaborateurs. Ça, c'est des moments qui restent très très durs, notamment un de mes bras droits en 2016, qui est décédé à 40 ans. Donc ça, c'est des moments très compliqués parce que c'est des choses qui marquent quand on a le sentiment d'avoir un compagnon de route. À 40 ans, il était plus jeune que moi. Un compagnon de route pour quelques années, parce qu'on s'inscrit toujours comme ça quand on est manager, on sent des gens avec qui on a envie de faire un bout de route, et qu'on les perd, c'est des moments terribles. Moi, j'ai vécu ça de manière très très difficile. Voilà, donc c'est des moments un peu comme ça, des moments où parfois il faut se dire, il faut remettre de l'énergie dans la boîte, il faut repartir de l'avant, et puis des moments plus humains. Comme je te disais tout à l'heure, je suis très attaché aux personnes. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à ça, et donc forcément, qu'il y a quelque chose de difficile pour les équipes ou un drame humain, ça touche. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on ne peut pas forcément le montrer comme on le montrerait dans un monde normal, parce que dans un monde normal, dans une situation où tu serais entre guillemets aussi capable de pas de t'épancher, c'est pas le mot, mais d'être plus en proximité, parce que tu incarnes quelque chose aussi. Donc tu incarnes la permanence de l'entreprise, etc. Donc tu es obligé de jouer ce rôle-là aussi. Donc c'est des moments très compliqués, très difficiles. Ouais, c'est fou à quel point enfin, c'est ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire le travail est un peu la maison, tout est un peu, enfin tu vois, on expérimente les émotions hyper fortes, l'enthousiasme, la fédération de plusieurs personnes, mais aussi le deuil, enfin c'est très personnel au final comme parcours. Et en même temps, comme tu le dis, la difficulté, c'est souvent ce masque qu'on a, plus ou moins fin, plus ou moins lourd, plus ou moins léger selon le statut, les responsabilités, etc. et qui sont compliqués. Peut-être une question pour continuer là-dessus, c'est comment est-ce que tu vois, toi, l'entreprise idéale de demain ?
L'entreprise idéale de demain, ça c'est une bonne question. Je pense que ce qui va présider sans doute aux entreprises qui vont bien réussir demain, c'est une notion on va pas dire d'écosystème et d'ouverture. Je crois beaucoup aux entreprises qui seront ouvertes sur leur environnement. Je ne crois plus aux entreprises qui construisent le monde toutes seules et aux mastodontes, entre guillemets. Je ne crois pas à ça comme étant des modèles soutenables durablement. En tout cas, vu du client final, ça, je pense à des plateformes globales capables de faire de la logistique, de gérer dans la finance des trilliards de dollars, dans l'industrie lourde, je sais pas moi, des centaines de millions de barils de pétrole peut-être. Par contre, pour tout ce qui est relation aux clients, proximité, je crois que l'entreprise demain, c'est l'entreprise des alliances, des partenariats, de l'ouverture. C'est hyper important. Je pense que c'est l'entreprise qui donne du sens effectivement à son action et qui, quelque part, ce sens étant incarné par ses dirigeants en premier lieu, mais du sens, encore une fois, je te disais tout à l'heure, le sens pour moi, c'est pas juste dire je m'inscris dans une démarche écolo, entre guillemets, qu'on voit en ce moment. C'est dans chaque action que nous menons, on essaye de trouver l'imbrication du sens dans l'action. C'est-à-dire que c'est pas une action en tant que telle qui vient résoudre une problématique de la société qu'on aurait adressée, c'est la manière dont on fait les choses qui viendrait résoudre ça. Et ça, je crois beaucoup à ça. Et puis, je crois aussi pas mal, ça rejoint juste le point qu'on évoquait tout à l'heure, à un management, effectivement, que ce soit plus dans l'émotion que dans le cérébral. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup, on en parlait juste avant, hein, j'ai beaucoup à intervenir devant les équipes, par définition. Donc, je l'ai fait beaucoup de fois. Donc, comme tu disais, un groupe de 10 500 personnes, ouais, ça fait beaucoup de monde. Et donc, j'ai fait des réunions, effectivement, de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Ça m'arrivait très fréquemment, de 100, 200 aussi, mais très, très souvent. Et j'ai commencé ça il y a une douzaine d'années jusqu'à maintenant. Et en fait, je parlais beaucoup avec mon cerveau au début. Je me suis rendu compte que tu embarques les gens quand ta sincérité ne vient pas de ton cerveau, mais vient de tes tripes. Et j'ai vraiment au sens viscéral du terme, premier du terme. C'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. On ne fait pas vivre de grands rêves, les vivre aux gens en leur les démontrant par des équations. On leur fait vivre des grands rêves en touchant leurs émotions. C'est comme ça qu'on les fait avancer. Et pas de manière d'ailleurs, pas avec de la manipulation, avec la sincérité qui va avec. Donc je crois que les entreprises de demain, c'est des entreprises dont les dirigeants incarnent cette forme de sincérité, d'émotion, d'envie de collectif, ou quelque part, et d'ailleurs c'est un monde qui moi me va plutôt mieux à moi en tant que personne, où le charisme n'est pas le fait d'être debout sur une table à dire UKID, on y va tous les petits gars, mais plutôt l'histoire de bien incarner les choses, d'être dans l'air du temps, dans le bon sens du terme, de laisser la place à l'équipe. Ouais, je crois à tout ça. Donc l'ouverture, l'esprit d'équipe, le management, plus par l'émotion que par le cérébral pur, quoi. C'est à ça que je crois. Oui, c'est clair. Sur un autre sujet, par rapport à tout ce qu'on évoquait aujourd'hui, qu'est-ce que la réussite pour toi? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, je suis arrivé? D'abord, je me suis trompé, parce que j'ai longtemps cru, parce que moi je suis d'une génération où on est encore, je ne suis pas trop âgé, j'ai 48 ans, mais bon, je suis une génération qui a été éduquée dans l'histoire de l'idée de la performance, de l'idée de l'élite, quelque part, bon, il faut dire comme elles sont. Et puis quelque part, moi je venais je te disais tout à l'heure, d'un milieu modeste, et j'avais j'ai cru que j'avais une forme de revanche à prendre, on va dire ça comme ça. Si je fais un peu d'analyse, voilà. Et donc la réussite pour moi, c'était ça très longtemps, c'était gravir les échelons. C'était ça la forme de réussite. Et un jour, je suis arrivé directeur général du groupe Arkea, et là j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire réussir. Parce qu'en tant que DG d'Arkea, en tout cas dans cette maison, moi qui n'avais aucune prétention vis-à-vis du poste de président que Jean-Pierre Denis incarne très bien, je n'avais aucune velléité particulière. Donc j'étais arrivé au plus haut, donc je n'avais plus cette ambition-là que j'avais pu avoir pendant très longtemps de gravir les échelons, qui n'est pas une tare, hein, loin s'en faut, mais qui quelque part empêche de voir le reste. Je ne l'avais plus. Donc j'ai commencé à me dire réussir, ça veut dire quoi? Et je pense que réussir, je pense que c'est davantage faire des choses qui ont du sens, laisser une empreinte au sens de l'entreprise, pas de sa personne, mais de l'entreprise. C'est aussi faire des choses qui vous rendent heureux. Je pense que c'est ça, réussir. C'est aussi bête que ça, mais c'est pas toujours... Quand on est dans la performance, c'est pas toujours évident de faire des choses qui vous rendent heureux. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était parce que j'étais performant que j'étais heureux, alors qu'en fait, c'est parce qu'on est heureux qu'on est performant. Et il faut bien comprendre dans quel sens on va de la proposition
pour ensuite être capable de parler de la réussite. Donc tout doucement, j'ai compris que la réussite, c'était autre chose, juste que de monter les échelons, juste que d'avoir des bons résultats. C'est effectivement, pour moi en tout cas, participer à l'aventure collective, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, pouvoir se dire j'ai accompli des choses qui font du sens pour moi et pour les autres, et pour la société, y compris de ce qu'on fait. C'est ça, pour moi la réussite, c'est plutôt ça. Voilà. Après, ce que je suis, je sais pas si on a réussi un jour. En fait, je sais pas ce que ça veut dire, parce que j'ai l'impression que ça peut être une quête perpétuelle. Voilà, on peut ne jamais s'arrêter de réussir à partir de là. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien d'ailleurs. Non mais tu vois, regarde, je te donne un autre exemple. Moi, je fais beaucoup de vélo. Et quand j'étais jeune, je me débrouillais pas trop mal à vélo. Et le vélo, c'est un sport qui a comme particularité notamment, donc on peut en faire très longtemps. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à 40 ans, tu es moins fort qu'à 20 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu trouves le plaisir dans autre chose. Et à un moment donné, il faut que le plaisir d'en faire devienne le plaisir d'écouter les oiseaux, comme diraient mes amis, ou de regarder les arbres, plus que de rouler à 50 à l'heure. Tu vois, donc c'est une vraie différence. Et donc, je pense que la réussite, c'est aussi ça, c'est être capable d'engranger du bonheur et voilà, sur autre chose que la simple performance économique, le simple fait de gravir des échelons. Et encore une fois, quand je regarde d'ailleurs, c'est un peu moins vrai dans la nouvelle génération, mais il y a toujours cette dimension et je dis c'est normal, c'est à chaque âge quelque part. Il y a sans doute une part de ce qu'on espère faire ou de ce qu'on a envie de faire qui correspond à entre 20 et 30 ans, entre 30 et 40 ans. Mais je pense que l'âge qui est le mien, la réussite, c'est autre chose, quoi. En tout cas, je considère que c'est autre chose. Je n'ai pas d'ailleurs le choix que je fais. Si mes paramètres, c'était plus de performance économique, plus gros, machin, je ferais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de partir d'une feuille blanche. Quand je dis je suis tout seul, c'est pas tout à fait vrai. On est déjà 2 ou 3 à réfléchir ensemble. Mais c'est quand même beaucoup moins que 10 500. Donc ça veut dire que dans les faits, je me rends compte que j'ai déjà basculé dans autre chose. Ma réussite à moi, je la place sur autre chose déjà. Je vois bien. Ouais, complètement. C'est clair qu'on a tendance parfois à oublier, enfin, c'est la métaphore du vélo, ou en tout cas l'image que tu prends avec le vélo, elle est si juste, parce qu'on a l'impression que c'est le milestone à atteindre, la tâche à accomplir, et alors qu'en fait, non, c'est aussi apprécier chaque petit pas, le plaisir dans chacune des choses, et c'est ce que toi, tu es en train d'essayer de faire au quotidien avec cette aventure. Donc, c'est superbe. Qu'est-ce que tu aimerais du coup accomplir pour terminer avant de passer aux questions un peu plus courtes et rapides? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir avec ta nouvelle aventure? Je sais que tu n'en dis pas trop, mais en tout cas, quelle est l'intention? Mon intention, j'ai quelque part une double intention. J'ai grandi dans une région dans laquelle j'ai des très beaux souvenirs, je t'en disais tout à l'heure, et qui m'a donné, par plein de mécanismes, les lister là, ma chance pour faire ce que j'ai fait. Et j'ai envie d'une manière ou d'une autre de rendre à cette région un peu ce que j'ai pu avoir. Je l'ai fait déjà un petit peu avec Arkea, mais j'ai envie de ça. Et donc j'ai envie que notre projet, parce que je suis pas tout seul, incarne ça. Et puis par ailleurs, j'ai envie de faire des choses dont je me dirai quand je me retournerai dans quelques années, j'ai contribué effectivement moi avec ceux qui m'accompagnaient, et pas juste en étant l'héritier de quelque chose. Parce que quand j'étais DG d'Arkea, j'avais une conscience aiguë, parce qu'il faut l'avoir quand on n'est pas chez soi, d'être de passage. Et j'étais quelque part le dépositaire de quelque chose que j'allais léguer à d'autres. Et il y avait des gens avant moi, et il y a des gens après moi. La preuve, il y a une directrice générale qui a pris la suite, et c'est très bien ainsi. Donc j'ai envie de pouvoir peut-être faire quelque chose qui, plus tard, me laisse le sentiment de dire j'étais là au tout début, donc j'ai contribué à lancer ça. Ça a pu permettre de faire telle et telle belles aventures en dehors de l'entreprise qu'on va créer. Voilà ce qu'on a permis de faire. Et alors, quelque part, le Graal, ce serait d'avoir réussi à faire en sorte qu'au-delà de nous, parce qu'on sera quelques-uns de ma génération, quand nous, on sera amenés à passer la main, qu'on ait organisé ça et qu'on ait des gens qui continuent ce qu'on est en train de faire. Alors, si on arrive à cocher ces 3 cases-là, je serais très heureux. Voilà. Ah, génial. Écoute, on va terminer avec, j'ai 5 petites questions rapides et qui vont clôturer cette conversation. À quel moment oublies-tu le temps qui passe? À quel moment je vis le temps qui passe? Est-ce que tu oublies le temps qui passe? Je suis pas très bon là-dedans. Je suis pas très bon. Quand j'étais gamin, je comptais toujours la moitié des vacances. Tu sais. Donc j'étais à me dire, on a passé la moitié des vacances. Et à l'âge qui est le mien, c'est bon. à l'âge qui est le mien, j'ai passé la moitié de ma vie, sans doute, en tout cas, sauf si je m'appelle Jeanne Calment. Donc j'ai du beaucoup de mal à cette notion du temps qui passe, quelque chose qui effectivement, c'est un de mes points de progrès, ça aussi. Être capable d'être dans l'instant.
demain n'existe pas et hier est déjà dépassé, donc il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Donc, et ça, il faut que j'apprenne un peu plus à m'y mettre. Donc, je suis pas très bon là-dedans. Je n'oublie pas souvent, malheureusement. Ok. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu. Une très bonne question. Peut-être laisse sa chance à la rencontre. Parce que c'est quelque chose quand je m'oblige, que je fais maintenant naturellement. Et un jour, on m'a dit ça il y a quelques années, je fais ça, je m'applique ça. Et je n'ai jamais été déçu. Génial. Quelle est la leçon que tu as mis le plus de temps à apprendre? La leçon que j'ai mis le plus de temps à apprendre, c'est une question, il faut réfléchir, quoi. Donc, je parlais quelque part qu'il faut pas lutter contre contre quoi on peut rien. Et comme tout le monde, j'ai traversé les épisodes de ma vie difficiles, et moi j'ai toujours cru, longtemps en tout cas, que je maîtrisais les choses et que quelque part, comme je m'étais un peu forgé avec mon caractère et tout, que je pouvais. Et puis malheureusement, la vie m'a appris pour des événements tragiques que j'ai eu à traverser que il y a des moments où il faut plus se battre parce que tu peux pas. Donc tu peux pas, et ça tu te fais du mal et ça sert à rien. Donc ça, j'ai mis du temps à apprendre ça, beaucoup de temps. Que crois-tu avec certitude? Qu'est-ce que je crois avec certitude? Avec certitude, je crois vraiment et sincèrement, je crois qu'il n'y a rien qui est impossible. Et c'est pas incantatoire, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, je l'ai vécu et j'ai mis très longtemps, d'ailleurs, tu vois, je suis quelqu'un d'assez pudique sur mon parcours, parce que tu vois, là, j'en parle un peu plus facilement, notamment mes origines et tout. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, j'ai presque honte de le dire parce que je parlais pas beaucoup de ça, alors que mes parents, je disais, sont des gens remarquables. Et en fait, je me dis que j'avais un devoir d'en parler, pas tellement pour raconter ma vie, mais parce que j'ai tellement de gens que j'ai croisés qui ont souvent cru que ce que j'avais fait était presque normal, logique, que je veux pouvoir expliquer au travers de ça et à mon modeste niveau que tout est possible. Il n'y a rien qui est écrit d'avance. On peut faire des choses. Et je dis pas que tout est facile, mais c'est possible. Donc voilà, donc c'est ça auquel je crois, rien n'est impossible. Bah oui, c'est une belle histoire, tu as raison de la partager. Complète cette phrase. Le monde du travail a besoin de personnes inspirantes. Voilà. Génial. Bah merci Ronan. Merci à toi Anaïs. Merci infiniment à Ronan Lemoyle pour cette conversation et à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez aimé l'épisode et le podcast, vous pouvez liker et commenter cette vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast et à diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Merci infiniment et je vous retrouve vendredi prochain avec un nouvel invité.